Connaissance, recherche, sciences, sciences mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférence, archéologie, environnement, nature. Donc bonjour à tous, présents et internautes, et bonne année à tout le monde. Donc 2010 sera placé sous le cadre du parallélisme dans ce cours. Nous allons abandonner le calcul séquentiel, qui sera toujours caché dans un coin, ne vous inquiétez pas, pour passer au calcul parallèle. Donc le calcul parallèle, c'est quelque chose de plus récent, maintenant de plus répandu et de beaucoup plus mystérieux que le calcul séquentiel. Donc il va y avoir 3 cours sur le parallélisme, le premier sur la synchrone aujourd'hui, avec 2 séminaires, un par Michel Reynal, qui est professeur à Rennes et qui est un spécialiste de l'algorithmique distribuée, et un par Cédric Fournet, qui est chercheur à Microsoft Research Cambridge et Paris, et qui est, non Cambridge seulement, Cambridge, et qui est un spécialiste de la programmation parallèle et de la sécurité, entre autres. La semaine prochaine, ce sera le parallélisme synchrone, donc quelque chose d'assez différent. Et la semaine d'après, le parallélisme diffus, quelque chose de tout nouveau. Alors, voilà l'agenda. Pourquoi le parallélisme? Quelles nouvelles questions il pose? Comment passer de la programmation séquentielle au parallélisme? La première idée qui vient à l'esprit, qui n'est pas forcément la bonne. Les réseaux, différents types de réseaux graphiques, les calculs de processus et les modèles chimiques, et ensuite le pi-calcul et ses variantes, le pi-calcul étant le modèle le plus élaboré à l'heure actuelle. Alors pourquoi le parallélisme? Eh bien vous allez voir, il y a tout un faisceau de raisons extrêmement différentes les unes des autres qui imposent de passer au parallélisme. Certaines sont anciennes, d'autres sont récentes, et toutes sont en explosion. La première et la plus ancienne, c'est de gérer des tâches parallèles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'utiliser un ordinateur, par exemple, pour faire plusieurs choses. C'est ce que vous faites sur votre ordinateur. Il y a longtemps qu'un ordinateur ne fait plus qu'une seule chose. Et donc, il va falloir orchestrer et assurer l'accès aux ressources, partager les imprimantes, partager les mémoires, les disques entre les différents processus qui veulent travailler en parallèle. Donc ça, c'est le domaine en particulier des systèmes d'exploitation et de ce qu'on appelle l'ordonnancement. C'est donc un domaine tout à fait ancien et toujours d'actualité et en pleine évolution, comme vous pouvez le voir en lisant n'importe quelle presse à l'heure actuelle. Surtout en pleine évolution parce qu'on a changé d'objet en passant des ordinateurs aux objets. La deuxième chose, c'est exactement l'inverse. On veut pouvoir prendre une application et la répartir sur plusieurs machines. Donc ça, c'est un peu plus récent, mais c'est quand même assez ancien, en particulier en calcul numérique, en grande simulation. En calcul numérique, ça fait longtemps qu'on a des machines parallèles. En grande simulation, ça fait longtemps qu'on a des machines parallèles éventuellement hétérogènes. Pensez aux simulateurs de vol qui ne sont pas récents. Et puis, bien sûr, en graphique 3D, les cartes vidéo de vos processeurs, etc. Et là, on va avoir des systèmes gérant ça aussi, systèmes et intergiciels, pour les machines parallèles. Alors, on pense tout de suite à optimiser, ce qui n'est pas forcément la raison la plus importante, mais c'est une raison importante, accélérer l'exécution matérielle des instructions dans les processeurs. La différence entre un ancien processeur des années 80 et un processeur moderne, c'est que le processeur moderne exploite à fond le parallélisme, différentes sortes de parallélisme, toutes les sortes possibles de parallélisme, avec le pipeline, le cache, la spéculation, sont des choses que j'avais décrites dans le cours circuit de mon premier cours il y a 2 ans, maintenant. Ensuite, les accélérateurs matériels. Par exemple, dans votre téléphone, vous avez un accélérateur JPEG pour les photos matériel parce que ça consomme moins, etc. Et ça utilise encore de nouvelles formes de parallélisme. Et toutes les architectures de machines sont devenues parallèles. Augmenter le nombre d'unités de calcul est une idée évidente, mais pas forcément facile. Alors, les ordinateurs vectoriels massivement parallèles, SIMD, MIMD, et maintenant les multicœurs, qui sont des choses absolument pas simples et sur lesquelles on ne sait pas très bien ce qui va se passer. Et il va falloir apprendre, par exemple, à compiler les langages pour ces architectures. Transmettre de l'information, ça c'est aussi extrêmement ancien. Envoyer les entrées-sorties d'un ordinateur sont nées avec les ordinateurs. Mais maintenant, on a des transmissions beaucoup plus subtiles, comme par exemple USB, qui est un protocole d'une complication absolue. C'est pour ça qu'il a mis si longtemps à marcher, en particulier parce qu'on peut brancher et débrancher en ligne sans couper le courant, ce qui est vraiment difficile. Ou parallèle, HDMI, qui est maintenant un protocole qu'on voit partout.
et les réseaux sur chip qui sont maintenant aussi extrêmement développés. Connecter les ordinateurs entre eux. Ben ça, c'est aussi fort ancien. Internet, les réseaux locaux, les réseaux achetons, TTP, j'en ai parlé, les réseaux time triggered qu'on a maintenant dans les automobiles ou dans les avions, les réseaux cellulaires sans fil, le GSM, le 3G, qui font appel à une très grande quantité d'algorithmes parallèles tout à fait sophistiqués. Et là, on va parler de protocoles de communication émetteur-récepteur. Avant, ce n'était pas du tout la même communauté, c'était les téléphonistes, ce n'étaient pas les informaticiens. Maintenant, c'est complètement unifié. Connecter des équipements lointains, c'est assez différent. Hein. Parler à des satellites, ce n'est pas la même chose que de parler à des choses proches. Internet, qui est quand même un grand système, bien évidemment, et les protocoles du genre TCP/IP. Donc on voit que c'est très, 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 très gros, ça. Interfacer, on y pense moins, mais interfacer, c'est vraiment extrêmement parallèle. Typiquement, gérer la souris, le clavier, le joystick, les manettes accélérométriques des jeux vidéo, mais qu'on va retrouver à des tas d'autres usages bientôt, les écrans, les haut-parleurs, tout ce qu'il y a, ça doit être géré en parallèle. Si vous écrivez un code d'interfaçage rien que de souris, si vous n'avez pas de programmation parallèle, eh ben vous n'êtes pas très bien et il y a beaucoup de systèmes qui se plantent sans arrêt à cause de ça. Et ils peuvent se planter aussi avec la programmation parallèle, comme on va le voir. Visualiser. Bien sûr, les fenêtres d'un navigateur fonctionnent tout en parallèle, et ce n'est pas du tout simple. Les écrans multiples dans un cockpit d'avion sont tous en parallèle, et ça, c'est d'une complexité effrayante. Hein. Je ne vous raconte pas ce que c'est l'interface d'un Rafale, sur lequel j'ai pas mal bossé. C'est quand même extrêmement compliqué. Partager de l'information à grande échelle, c'est évidemment une activité fondamentalement parallèle. Wikipédia, OpenStreetMap, dont on parlera dans 15 jours, les réseaux sociaux, la diffusion de musique et de films en pair à pair par des serveurs et tout, ça demande un degré de parallélisme très élevé. Chercher de l'information à grande échelle. Pour l'instant, on a des moteurs généraux qui utilisent d'énormes batteries d'ordinateurs, mais vous allez voir dans le séminaire d'Anne-Marie Kermarek dans 15 jours qu'on va pouvoir faire tout à fait autrement, en utilisant des techniques de pair à pair, en cherchant là où il faut, etc. Donc, contrôler, encore une autre occasion de faire du parallélisme, gérer les capteurs et actionneurs d'un robot, d'un avion, d'une voiture, synchroniser le son et l'image, hein, ce n'est pas trivial. Les 3 axes d'un avion, les 4 freins d'une voiture, etc. Tout ça, c'est parallèle. Les freins d'une voiture sont parallèles. Hein. Coordonner les grands systèmes. Là, c'était des petits systèmes compacts. Maintenant, on passe aux grands systèmes. Le contrôle aérien, le contrôle des trains en France. On comprend bien que tous les trains sont parallèles. On n'y peut rien, c'est comme ça. Le routage Internet, qui est un problème assez magique à lui tout seul. Rendre les systèmes robustes aux pannes par la redondance. Mettre plusieurs ordinateurs pour faire une fonction, ça aussi, c'est très compliqué. Je peux vous donner des références là-dessus, si vous voulez, mais par exemple, quand on dit on met 3 calculateurs qui comparent dans un Airbus, comparer ce que font 3 calculateurs, c'est une aventure. Et prouver que c'est correct, on ne sait pas encore trop bien le faire. Il y a des techniques de Couzeau pour faire ça, j'avais un peu parlé dans le premier cours. Alors avec ça viennent de nouvelles questions. Évidemment, vous avez vu, le champ est immense. Calculer séquentiel, c'est calculer un résultat en fonction de données. Ici, c'est beaucoup plus. De nouvelles questions arrivent avec. Première question, j'en ai parlé dans la leçon inaugurale et dans le cours précédent, asynchronisme, synchronisme ou vibration. Asynchronisme veut dire que les choses sont complètement indépendantes dans le temps. Il n'y a pas de relation de temps entre différents organismes parallèles. Synchronisme, c'est l'inverse, elles sont très étroitement dépendantes dans le temps, donc ça c'est le prochain cours, c'est tout à fait différent. Et vibration, c'est du temps prédictible. Donc je rappelle, quand je vous parle, vous pensez que c'est synchrone parce que vous ignorez la vitesse du son, mais l'acousticien qui a fait la salle ne l'a pas du tout ignoré, et lui, il travaillait avec des vibrations. D'accord ? Ça, c'est pour la prochaine fois. Aujourd'hui, asynchronisme. Alors, est-ce qu'on veut modéliser ou est-ce qu'on veut programmer ? On a réussi à faire les deux en même temps dans le séquentiel avec le lambda calcul et les automates. C'est des outils qui servent à la fois à modéliser et à programmer. En parallélisme, on n'en est pas encore tout à fait là. On a des fois des outils de modélisation qui ne passent pas à la programmation et l'inverse. On va voir ça. Architecture statique ou dynamique. Un avion, c'est statique. Internet, c'est complètement dynamique. D'accord ? La communauté des joueurs d'un jeu vidéo, on ne sait même pas la définir. Il y a un principe d'Heisenberg. À chaque fois qu'on essaie de la regarder, elle a changé. Centralisé ou distribué. On a beaucoup vécu dans le centralisé, le monde évolue dans le distribué maintenant. Mais distribution logique ou géographique, c'est assez différent. Distribuer les fonctions logiquement, ça peut se faire avec des méthodes assez simples si on reste dans un monde compact. Distribuer des fonctions à travers le monde,
c'est plus compliqué. Pensez par exemple qu'une communication par satellite, la vitesse de la lumière, là vous la sentez vraiment. Mobilité des données, migration des calculs. Avant, on pensait que les données et les calculs, c'était à un endroit. Maintenant, ce n'est plus vrai. Et on peut vouloir faire migrer des données dans les réseaux, faire migrer des calculs. Sécurité des données et des échanges, c'est un très vaste programme, tellement vaste que je n'en parlerai pas dans ce cours-ci. D'abord, ce n'est pas ma spécialité. Et puis, une question sous-jacente, c'est quoi le comportement d'un système parallèle? Et à cette question-là, on n'a pas encore de réponse. C'est quand même un des enjeux, on en a, mais des partiels, c'est quand même un des grands enjeux de comprendre ce que c'est que ces systèmes. Asynchrone. Synchrone, on a toutes les réponses. Alors, c'est pire que ça, on perd la notion de fonction. Séquentiel, données donne résultat. Parallèle, interaction non déterministe avec un monde mouvant. Les fonctions, pour ça, ça ne marche pas très bien. Il y a des tas de nouveaux bugs. Je les avais présentés dans la leçon inaugurale. L'interblocage, j'avais présenté deux jumelles qui tenaient un crayon et une règle, et chacune avait besoin des deux pour travailler, mais aucune ne voulait lâcher le sien. Ça, c'est l'interblocage. La famine, où elles étaient trois, et cette fois-ci, il y en a deux qui étaient d'accord pour échanger à condition que la troisième n'y touche pas. La course, ça vous allez voir ce que c'est. L'interférence, vous allez voir ce que c'est. Ce sont des nouveaux bugs particulièrement sournois et extrêmement durs à détecter. Pourquoi? Parce que quand on a un système distribué, le débugger est extrêmement dur. Je pense que Michel Reynal nous en parlera à l'envi. Et parce qu'on a par exemple la causalité locale des événements, mais on n'a pas leur causalité globale. Toujours la causalité. Dans la grande panne de 1979 de l'électricité qui avait mis la France en lockout complet, à peu près complet, on n'a jamais trouvé qui avait commencé, à ma connaissance. Bien. Alors, première méthode, étendre la programmation séquentielle. Donc, on va supposer ici qu'on a des processus PQRS qui veulent se... Alors, ils sont parallèles, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, ce n'est pas grave. Et ils veulent se parler par des liens. Il y a des entrées et des sorties en rouge, et puis il y a des liens de communication en bleu. Ils veulent se parler. Alors, méthode numéro 1, la plus bête, c'est on ne change rien à ce qu'on a, et on ajoute un gadget qui est la mémoire partagée. Donc, tout le monde va travailler dans une même mémoire. On sent qu'on n'est pas forcément très loin géographiquement, mais par exemple, dans un multicœur, on n'est pas très loin géographiquement, donc c'est tout à fait décent. Donc il y a énormément de travaux là-dessus, depuis très longtemps. Et la première chose à comprendre, c'est que c'est vraiment compliqué. Ça n'a pas l'air, mais c'est vraiment compliqué. Voici deux programmes parallèles. Ici, on démarre avec un programme, on démarre séquentiellement avec une case X partagée par P et Q qui sont parallèles. Et Q a une case Y et rien qu'à lui. Alors, donc ça, c'est une case partagée en mémoire. On commence par faire x égale 1, et ensuite, en parallèle, on va faire x égale x plus 1, ou bien recopier x dans y et multiplier y par 2 et le remettre dans x. Alors, qu'est-ce qui se passe si on fait ça? Si on dit en parallèle, une méthode raisonnable, c'est de dire ça va se passer dans n'importe quel ordre. Alors, regardons le premier ordre. P suivi de Q. On va faire x égale 1, ça va mettre 1 dans x. On va faire x égale x plus 1, donc ça va mettre 2 dans x. Ensuite, on va faire y égale x, puisque P est fini. Eh bien, ça va mettre 2 dans y, et on va faire x égale 2y, ça va mettre 4 dans x, et voilà le résultat. Rien de bien surprenant. Si on fait dans l'autre sens, on commence par Q, on met 1 dans x, on met 1 dans y, puisqu'on recopie x dans y, et ensuite on met 2 dans x. Rien de surprenant non plus, sauf que le résultat... ensuite, on fait x égale x plus 1. 3, rien de surprenant, sinon que le résultat n'était pas le même. Oui, on n'a pas fait les choses dans le même ordre. Hein. Si vous changez d'ordre entre deux personnes qui font une réservation d'avion, vous n'aurez pas le même siège. C'est normal. Ce n'est pas fonctionnel simplement. Mais par contre, il peut se passer autre chose, c'est qu'on va complètement entrelacer les exécutions de P et de Q. Donc on va faire x égale 1, ensuite on va faire y égale x. Hop. Ensuite, on va faire x égale x plus 1, ici. D'accord? Ça va faire 2 dans x. Ensuite, on revient à Q. On va faire x égale 2y. Et ça remplace le 2 noir par un 2 rouge, puisque s'il n'a pas la même origine. Mais ça donne 2. Ça donne ni 3 ni 4, ça donne 2. Ça veut dire que ce n'est pas compositionnel. Vous ne pouvez pas déduire le comportement de P parallèle Q en composant simplement les comportements indépendants de P et de Q.
Or, la compositionnalité, j'ai oublié de le dire dans toutes les histoires de scoterie, de lambda calcul, tout est compositionnel. La première chose qu'on fait en parallélisme, c'est de perdre la compositionnalité. Ça, c'est vraiment dur. Pourquoi? Parce que là, c'est trivial, les programmes sont très simples, mais si les programmes sont très gros, il est impossible de comprendre quoi que ce soit. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, il y a eu une interférence entre ces deux calculs. Donc, il faut supprimer cette interférence. Alors là, vous avez des bouquins comme ça pour supprimer l'interférence. Il y en a un que je mets dans les références. Dans tous mes cours, j'ai oublié de le dire des fois, dans tous mes cours, à la fin, dans les transparents que vous avez sur le web, vous avez toutes les références. Donc, il y a un bouquin récent qui s'appelle The Art of Multiprocessor Programming, de Lilly et Chavit, qui parle de ça très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va prendre des verrous. On va faire de l'exclusion mutuelle. Alors ça, pour l'expliquer, c'est très simple. C'était comme ça qu'étaient faits les trains en Afrique. Train voie unique, mais un train qui peut aller dans chaque sens. Il y avait un bâton, et il fallait que le bâton soit dans la locomotive, dans un endroit spécial de la locomotive, pour avoir le droit de prendre la voie. Il n'y avait qu'un bâton. Et pour avoir le droit de prendre la voie, il fallait que le conducteur qui sortait le redonne à l'autre conducteur qui rentrait. Et ça assure que les trains ne vont pas se rentrer dedans. Même chose, on va le faire, mais informatiquement. Donc on va faire ce qu'on appelle un verrou. Un verrou, il y a deux opérations, lock et unlock. Je prends et je rends. D'accord? Et en plus, on va donner sa propre identité. Donc ici, on va définir un verrou, lock, et ensuite on va faire lock de L et de 0, celui-là il s'appelle 0, P, et celui-là il s'appelle 1, et unlock à la fin. Et le verrou doit garantir que quand on a fait lock, personne ne va interférer. D'accord? Alors, les verrous à deux, ce n'est pas très compliqué. Il y a des instructions test and set dans les microprocesseurs pour faire ce genre de choses, mais ça, c'est extrêmement centralisé. Là, je vais vous montrer un verrou vraiment distribué, on va voir partager. L'algorithme de Peterson, qui est un grand classique pour faire ça. Et puis, les verrous à n, c'est plus compliqué. Il faut regarder les algorithmes de boulangerie, des choses comme ça. Il y en a pas mal. C'est Leslie Lamport, un des grands spécialistes de ça, qui a fait des preuves là-dessus. Et il n'y a vraiment rien de naïf. C'est-à-dire, entre un algorithme juste et un algorithme faux, la différence est minime. Alors, je vais vous montrer Peterson parce que c'est très simple et ça montre un tout petit peu des raisonnements que va employer Michel Reynal après. Donc l'idée, c'est de partager 3 bits, 2 bits de demande, en fait, qui appartiennent à chacun des deux. C'est-à-dire demande de 0, ça va appartenir à 0, il n'y a que lui qui a le droit d'écrire dedans, mais les deux peuvent lire, etc. Et par contre, victime, ça va être un bit qui va être vraiment en écriture-lecture pour les deux, un vrai complètement partagé. Voilà le lock. Quand on dit lock de 0 ou de 1, la première chose qu'on fait, c'est calculer qui est l'autre. Bon, ben, 1 moins moi-même, ça donne l'autre. 0 donne 1 donne 0. Ensuite, je vais demander la ressource. Demande de moi-même égale vrai. Ensuite, je vais me poser en victime. Vous allez voir pourquoi. Ensuite, j'attends tant que l'autre demande et que je suis victime. Alors, ça, c'est pour deux raisons. Il y a deux raisons. Demande, ça va gérer l'exclusion mutuelle, et victime, ça va gérer la famine. Ça va empêcher la famine. Et puis, enlever le lock, c'est juste remettre sa demande à faux. Alors, on va démontrer, cet algorithme a évidemment plein de propriétés qui ne sont pas totalement évidentes. La première, c'est qu'on ne peut jamais être deux en section critique en même temps. La deuxième, c'est qu'il n'y a jamais de famine. Je vais montrer qu'on ne peut pas être en section critique en même temps. Supposons qu'on soit arrivé en section critique en même temps. Ça veut dire que 0 a exécuté tout ça, et ça s'est terminé, il n'a pas encore fait ça, et 1 a aussi exécuté tout ça, qui s'est aussi terminé, et il n'a pas encore fait ça. Donc ça, c'est ce qu'a fait 0, ça, c'est ce qu'a fait 1. Mais comme il y a une variable partagée, vraiment partagée, victime de 0, victime ici, qui est la même pour les deux, forcément, ces deux écritures ont été faites dans un certain ordre. Par exemple, celui-là, sans perte de généralité. Bien. Mais alors, pour terminer, il a fallu que, certainement, 0 ait lu demande de 1 à faux, parce que sinon, il est en train de tourner dans sa boucle. D'accord? Mais comme demande de 1 a été mis à vrai ici, et que plus personne n'a écrit demande de 1 à faux, puisque le unlock n'a pas encore été exécuté, puisque le numéro 1 est dans sa section critique, ça veut dire que ce test-là, c'est forcément fait avant cette écriture-là. Sinon, on aurait trouvé demande de 1 égale vrai. Et ça nous dit simplement qu'on a un cycle dans le temps. Et il n'y a pas de cycle dans le temps. D'accord? Donc ça, c'est un raisonnement un peu minimal. Je ne sais même pas s'il est complètement juste. Michel nous le dira tout à l'heure. Vous allez voir qu'en vrai, c'est plus compliqué que ça, dans la vie, dans les protocoles plus compliqués. Bien.
Alors ça, c'est la méthode la plus simple, c'est celle qui est la plus utilisée, c'est celle qui fabrique le plus de bugs. Il y a beaucoup de gens qui essayent de réinventer des algorithmes de log qui ne marchent pas. Il y a vraiment beaucoup d'activités là-dessus, malheureusement. Et de temps en temps, vous voyez des interfaces homme-machine qui se gèlent totalement. Il y a des chances que ce soit quelque chose comme ça. Mais c'est dur, hein, c'est pas à laisser aux gens qui ne connaissent pas. Bon, alors on peut faire autrement. On peut prendre le point de vue totalement opposé. On peut dire, en fait, ce qui se passe pour éviter l'interférence, c'est qu'on va essayer de complètement découpler l'émetteur et le récepteur. Donc on va prendre un émetteur P qui veut envoyer des messages à un récepteur Q qui sont parallèles, et on va les découpler totalement, par exemple en mettant une file d'attente entre les deux. Donc P va écrire et Q va lire. Alors, pour les découpler totalement, il faut qu'il n'y ait aucune limite à l'écriture, et donc que P puisse écrire autant qu'il veut. Vous pensez que c'est comme ça dans Internet, vous pouvez écrire tout ce que vous voulez, en fait, ce n'est pas vrai, il y a des contrôles de flux, il y a des tas de machins en plus, mais on va supposer que pour l'instant, qu'on fait comme ça. Et Q va lire. Donc ici, il n'y a plus de relation simple et évidente de causalité entre les deux, il n'y a plus d'interférence. Le parallélisme est complètement évident, c'est bien adapté à la distribution. Logique. Mais alors, par contre, ça met de la latence, c'est-à-dire que le délai de transmission peut être très long. Et puis, le comportement total devient extrêmement complexe et très dur à analyser parce qu'il faut multiplier le nombre d'états de P par le nombre d'états de la file d'attente qui est exponentielle, par le nombre d'états de Q. Donc, si on essaye simplement d'énumérer, on n'arrivera à rien. Et ne pas énumérer, c'est encore un sport dont la convergence n'est pas garantie. Alors, ça se trouve quand même partout. C'est la base de la transmission dans les réseaux. Dans Internet, il y a des files d'attente partout. C'est la base des réseaux sur puces modernes. Il faudrait presque faire un cours entier sur les réseaux sur puces. C'est la base du traitement du signal. Si vous avez une télévision moderne, vous voyez la latence. Hein. Si vous passez une télévision ancienne ou une télévision moderne à côté, vous allez trouver jusqu'à même plus d'une seconde d'écart entre les deux, simplement parce qu'il y a plein d'algorithmes dans la télé moderne d'amélioration de l'image qui vont introduire des files d'attente et de la latence. Et l'interface homme-machine, quand vous faites clic sur votre, et qu'il ne se passe rien sur votre Windows ou votre Unix ou n'importe quoi, puis au bout d'un moment, vous voyez tout un tas de trucs qui se passent, c'est simplement parce que vos clics ont été mis pendant des files d'attente. Alors ici, hommage à Gilles Kahn, ancien président de l'INRIA, malheureusement décédé assez récemment, qui en 1972 a introduit le premier modèle du parallélisme digne de ce nom, les réseaux de Kahn. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a des processus simplement qui se parlent par file d'attente non bornée, et donc ce qu'on appelle un get bloquant, c'est-à-dire quand quelqu'un essaye de lire sur une file d'attente, il attend qu'il y ait quelque chose, et un send non bloquant, on peut toujours écrire dans les files d'attente. Et un ordonnancement absolument quelconque des calculs, mais par contre, ces processus PQR sont séquentiels. Ce sont ceux qu'on a vus dans les cours d'avant. Alors ici, il y a une très belle théorie très simple, qui est la théorie de Scott, celle du cours numéro 3, sémantique. Voilà ce qu'on fait. On va considérer non pas une valeur, mais un flow. Le flow des valeurs qui vont circuler dans ces files d'attente. X, ça va être x0, x1, xn, fini ou infini. On va ordonner ces flows en disant qu'un flow fini est plus petit que tout flow plus long que lui, et qui a les mêmes valeurs d'abord et ensuite qui est plus long. Ça fabrique un ordre partiel complet, comme on a vu dans la théorie de Scott. Et on sait que les programmes séquentiels, c'est facile à voir, vont fabriquer des fonctions croissantes et continues sur les flows. Donc on est dans le cours 3, et à ce moment-là, on peut écrire ceci comme un système d'équations au flow, et non pas aux valeurs, au flow dans le temps. On reverra ça la semaine prochaine avec Lustre en particulier, ou avec les circuits, dans le monde synchrone. Et la théorie de Scott dit, eh bien, ce système d'équations a un plus petit point fixe unique. Alors, ce n'est pas la théorie de Scott, c'est un peu plus, c'est le lemme de Bekich, qui est un truc très rigolo. J'ai vu plusieurs personnes me dire, mais c'est trivial. Je leur ai dit, revenez avec la démonstration. Un mois après, elle n'était toujours pas là, la démonstration. Hein. Si vous essayez de le montrer, ça occupe quand même. Donc, un système d'équations a un plus petit point fixe. Et ça veut dire quoi? C'est que, quel que soit l'ordre des calculs, le résultat sera le même, ce qui est assez agréable pour une télévision, par exemple. Alors, c'est un modèle absolument remarquable qui a eu vraiment énormément de descendance. Ptolémie, système que j'ai déjà mentionné, que vous trouvez à Berkeley. Vous tapez Ptolémie sur votre moteur de recherche préféré, vous allez voir, il y a énormément de choses sur le flot de données qui date des années 70, hein, tout ça.
Le langage lucide, bon, le traitement du signal dans l'industrie, c'est à base de réseau de Cannes. D'ailleurs, c'est là que le nom réseau de Cannes est le plus connu, je pense. Et puis les modèles synchrones de la semaine prochaine. Et puis cet après-midi, pour ceux qui sont intéressés, l'excellente thèse de Florence Plateau à Orsay. Ce sera trop tard pour les internautes. Des très très jolies choses par Conal Elliott sur l'animation. Vous pouvez trouver ça aussi sur le web. Et puis, les flots infinis sont devenus des standards dans d'autres domaines. On parle de listes paresseuses, on parle de co-induction en coque, etc. Et puis, le streaming dans Internet, qui est en train d'arriver en très grande force. Bien, mais il y a quand même des problèmes dans ces réseaux, c'est qu'ils sont peu résistants au changement, ils ne sont pas robustes, comme l'était la machine de Turing et tout ça. Si jamais vous dites qu'on a le droit de tester que l'entrée est vide, si jamais vous dites qu'on a le droit de mélanger arbitrairement des flots, la sémantique mathématique devient beaucoup plus compliquée et beaucoup moins utilisable. C'est la vie. Alors, méthode suivante, complètement différente, méthode de Hoare, 1970, par là, langage CSP. On dit, pour éviter l'interférence, on va se donner rendez-vous. C'est-à-dire, dès qu'on veut échanger quelque chose, on se serre la main. Quand on se serre la main, chacun des deux parties sait qu'elle a serré la main à l'autre. Donc, on partage une information. On sait la même chose à ce moment-là. Et les rendez-vous peuvent être faits de manière non déterministe. Et donc, ici, on va mettre des rendez-vous partout. On va se serrer la main dans tous les sens. Par exemple, ici, on a un nœud R qui va essayer d'envoyer un truc à S, 10 à S, et un nœud S qui, au milieu des choses qu'il essaye de faire, ça veut dire que j'essaye en parallèle de faire ça, ça et ça. R va essayer de recevoir, S va essayer de recevoir quelque chose de R. Et si le rendez-vous se fait, de façon non déterministe, eh bien, T va valoir 10 et on va pouvoir continuer à calculer. Donc, CSP a eu des descendants comme Occam, Ada, qui mélange rendez-vous et file d'attente, ce qui rend les choses tout à fait beaucoup plus compliquées, un ordre de grandeur. Mais bon, ça a un peu disparu parce que c'est très lourd. Le prix à payer pour le rendez-vous, qui ne peut pas être distribué en particulier facilement, est très élevé. Et pour la plupart des choses, on n'en a pas besoin. Donc le rendez-vous, on sait le coder avec d'autres systèmes. Donc je dirais comme primitif de programmation, c'est un peu parti. Mais c'est très important. Ça a eu un impact très important dans la communauté. Réseau graphique. Alors un autre monde complètement différent. Les réseaux de Petri et leurs descendants, il y en a plein, le graph7 en automatisme, etc. Et les réseaux d'automates, dont je parlerai surtout la prochaine fois. Mais les réseaux d'automates, vous pouvez regarder le langage SDL, qui est un langage standardisé pour la description des télécommunications. Ce sont des automates connectés par fil d'attente, etc. Je vais parler un peu des réseaux de Petri, qui sont très importants historiquement. C'est très ancien, c'est les années 60, et c'est toujours là. Et c'est très simple. Donc vous avez ici des places, les ronds, et des transitions, les rectangles. Les places contiennent des jetons, et ces jetons vont circuler dans le réseau avec une loi très simple. C'est qu'une transition peut s'allumer, fire en anglais, prendre feu, quand elle a un jeton à chaque entrée, et dans ce cas-là, elle va transporter les jetons sur les sorties. Point final. Et alors ça, ce n'est pas évident, mais on montre que c'est Turing complet, donc ça peut tout faire. Il y a des tas d'algorithmes géométriques pour comprendre ce qui se passe dans un réseau de Petri. Et surtout, pour nous, ça a un intérêt vraiment important, c'est qu'on raconte trivialement des choses très importantes. Voici une situation de conflit. Il y a deux transitions qui partagent une place. Et vous voyez, il y a deux cas possibles. Soit c'est la gauche qui s'allume et la droite, dans ce cas-là, est morte à jamais. Soit c'est la droite qui s'allume et la gauche est morte à jamais. Donc vous voyez, en un tout petit dessin compréhensible par un enfant de 6 ans, on explique des notions fondamentales de parallélisme. Voici un interblocage typique. Il y a 3 places encore de transition, mais chacune, visiblement, attend que l'autre mette un jeton dans celui-là pour pouvoir démarrer. Donc ça ne va pas bien se passer. Plus subtil, vous pouvez, par exemple, démarrer des activités en parallèle. Ici, vous avez 2 jetons, donc vous pouvez démarrer ces 2-là. Bon, je triche un peu parce que vous pouvez aussi faire passer les 2 jetons par le même, mais on ne va pas aller jusque-là. On peut s'arranger. Vous avez ici une fourche, donc vous pouvez démarrer 2 choses en parallèle. À tout moment, vous pouvez les synchroniser en fabriquant un rendez-vous, puisque cette transition ne va redonner la main aux 2 que quand elles seront arrivées toutes les 2 au même point, enfin à des points correspondants. Et vous pouvez éventuellement refermer le diagramme et revenir sur une seule activité. Donc ça s'exprime vraiment très bien. Les réseaux de Petri ont une grande qualité, c'est cette simplicité d'expression. Ils ont un gros inconvénient, c'est cette simplicité d'expression et ce caractère pas très algébrique des dessins.
qui fait que tant que c'est petit, c'est bien. Dès que c'est gros, ben, on n'y comprend plus rien. Franchement. Gros voulant dire des dizaines de milliers de lignes de code maintenant. Hein. Il n'y a pas de réseau de Petri avec des dizaines de milliers de lignes de place. Bon, il y a quand même des avantages, il y a beaucoup d'algorithmes, il y a pas mal de théories qui ont été développées. Il y a des usages assez profonds, par exemple en manufacturing, comme on dit, en productique, où c'est relié à des algèbres max plus, etc., pour faire des ordonnancements. En synthèse de circuits asynchrones aussi, c'est très important. Mais bon, c'est un modèle qui ne va pas passer à l'échelle dont on a besoin et qui ne passe pas très bien à la notion de distribution. Donc, on va changer de monde et on va essayer d'aller dans un monde plus proche de ce qu'on avait dans les premiers cours, c'est-à-dire un monde de calcul algébrique dans lequel on peut raisonner, calculer, on a des logiques pour en parler, etc. Alors, historiquement, les calculs algébriques sont nés avec Milnor, qu'on rencontre pas pour la première fois, puisqu'il était déjà très important dans le lambda calcul et dans la sémantique de Scott et dans la vérification de programmes. Milnor est un des très grands du domaine. Et donc, il a créé le calcul CCS, qui a eu énormément de descendants, parce qu'il avait des défauts, mais les descendants avaient des défauts aussi. Donc, il y a eu beaucoup de littérature. Et par exemple, je citerai MEJ, qui avait été fait par Gérard Boudol et auquel j'avais un peu participé. Lotos, qui est un calcul qui est standardisé pour les protocoles aussi, sur lequel il y a beaucoup de travail qui est fait à l'INRIA, etc. Mais c'est né de ça. Je vais vous montrer la version originale de CCS. Alors ici, on a des actions. On ne sait pas ce que c'est des actions. C'est abstrait. A, B, je les appellerai toujours AB, puis ce sera en violet. Ce n'est plus les types en 2009, 2009, c'était les types, en violet, maintenant, c'est les actions. A, B, etc. On a des actions complémentaires, A-, B-. On va faire des rendez-vous. A, c'est la main 1, et A-, c'est l'autre main, quand on se serre la main. Et puis, on a une espèce d'action invisible, qui n'a jamais eu un statut totalement clair. C'est une action, il se passe quelque chose, mais on ne le voit pas. Et puis, on a des identificateurs de processus, X, Y, Z, qui vont simplement nous servir à faire des définitions récursives, comme d'habitude. Et puis, on va définir les processus PQR comme ça. Processus le plus simple, 0, il ne fait rien. Deuxième processus, ah oui, j'ai oublié de donner les notations. Alpha, c'est une vraie action, A, B, etc. Alpha moins, c'est son inverse. Et mu, c'est une action avec éventuellement le droit de faire une action silencieuse, l'action invisible. Donc 0, ça ne fait rien. Mu.p, ben c'est comme une expression régulière. Ça fait mu, puis ça devient p. P parallèle q, eh bien, ça va mettre les deux en parallèle asynchrone. Ils vont pouvoir travailler plus ou moins indépendamment, mais ils vont pouvoir aussi communiquer. P plus Q, ça va être le choix, une forme de choix non déterministe entre P et Q. P où on cache A, ça veut dire que tout ce qui est A n'a pas le droit de sortir de P. Il doit rester à l'intérieur de P. Ça force que A soit utilisé uniquement pour des communications internes dans P. X, identificateur de processus, j'ai mal fait les couleurs, ça devait être bleu. Rec X égale P, définition récursive. Bien. Alors, exemple. D'abord, la sémantique, avant les exemples. Sémantique. Eh bien, on va reprendre le cours automate, le cours 4. Et vous vous rappelez, on dérivait les expressions rationnelles. Si vous ne vous rappelez pas, ce n'est pas grave, parce que ce n'est pas compliqué. Alors, on va dire mu.p va faire l'action mu et se transformer en p. C'est une dérivation. C'est la dérivation élémentaire de mu.p. Pour une somme, eh bien, on va dire qu'une somme doit être résolue à la première action. Ça veut dire que si P fait mu P', alors P plus Q fait mu P'. Si Q fait mu Q', alors P plus Q fait mu Q'. D'accord ? Mais vous voyez ici qu'à chaque fois qu'on choisit, on perd l'autre possibilité. Q a disparu, ou P a disparu. Ça, c'est le choix non déterministe. Le parallèle, eh bien, c'est presque pareil, sauf qu'on ne perd pas l'autre possibilité. P travaille dans son coin, ou bien Q travaille dans son coin. Troisième règle, la plus importante, si P fait une action, une vraie, pas taux, et que Q fait une action complémentaire, alors P parallèle Q, la communication se passe, et P parallèle Q fait l'action silencieuse, l'action invisible taux, et devient P' parallèle Q'. Ça, c'est comment des gens communiquent.
C'est la règle la plus importante. Pour la règle de restriction, eh bien, on dit simplement qu'on a le droit de faire tout ce qui n'est pas A ou A bar. Ou A moins, pardon. Ça s'appelle A bar aussi, mais j'ai noté A moins. Donc on n'a pas le droit de voir A. Il doit rester interne, mais tout le reste, on peut le voir. Pour la définition récursive, c'est comme d'habitude, on fait ce que fait P et on déplie la récursion. C'est exactement la même chose que le combinateur Y qu'on a vu maintes et maintes fois, ou qu'une boucle, ou n'importe quoi. Voilà, tout le CCS est là-dedans. Donc c'est assez simple comme objet, c'est assez simple. Alors, exemple, 2 machines à café T, exemple que j'avais montré à la leçon inaugurale. Vous avez une fente pour mettre des euros, donc moins ça va être recevoir et pas de moins ça va être émettre, hein, c'est comme on veut, c'est arbitraire. On peut mettre des euros, on a un bouton café, un bouton T, et une verseuse de café, une verseuse de thé. Machine 1, je mets 1 euro et je peux choisir café ou thé, vous avez l'habitude de ça. Machine 2, je mets 1 euro et la machine va choisir arbitrairement entre café et thé. Ce qui n'est pas sympa pour vous, mais c'est son comportement. Laquelle préférez-vous? Vous aurez tendance à dire, bon, ben, c'est plutôt celle-là, elle est quand même un peu plus pratique que celle-là. Alors, comment est-ce que ça se programme? Ben, c'est très simple. On va dire, la machine distributeur déterministe est définie par, je mets 1 euro, et ensuite je deviens soit café versé café et moi-même, donc je récure, soit T versé T et moi-même. Donc typiquement, quand vous mettez 1 euro, la dérivation est simple. Vous mettez 1 euro, ça devient cette somme, café VC1, et là vous pouvez choisir. Si vous dites café, vous allez communiquer avec ce café moins, et ça va écrire du café. Et si vous mettez T, ça va écrire avec celui-là, et vous aurez du thé. Donc vous êtes content. L'autre machine, c'est presque la même, sauf qu'ici, la somme n'est pas placée pareil. C'est-à-dire l'euro, quand vous le mettez, il va faire soit ceci, l'un des deux termes va disparaître. Donc il y a 2 possibilités. Vous mettez l'euro, ça devient café moins VC 10N, moi-même, soit ça devient T moins VT 10N. La machine a choisi. Et après, vous pouvez continuer. Bien, on va en reparler. Alors voici une pile électrique standard. La pile électrique standard, c'est quoi? C'est quelque chose qui vous donne du courant, ou bien, si vous la laissez trop longtemps inactive, fait une transition interne et meurt. D'accord? Par contre, la pile Wonder, si vous vous rappelez, la pile Wonder ne s'use que si l'on s'en sert, ça donne toujours du courant, puis après, ça devient une pile normale. Donc, c'est de la publicité formelle. Hein, la pile théorème, la pile Wonder ne s'use que si l'on s'en sert. Vous voyez, on peut exprimer quand même des choses assez intéressantes avec ces mécanismes-là de façon relativement algébrique. Bon, mais on a quand même des problèmes. On a fait des phrases, mais on n'a pas fait d'algèbre, on n'a pas fait de sciences. Par exemple, dist D et dist N, je dis laquelle préférez-vous? Vous me répondez dist D. Oui, mais avec tout ce qu'on a comme théorie jusqu'à maintenant, elles sont équivalentes. Parce que si on pense à dist D et dist N comme automates, au sens classique, vous vous rappelez que les automates déterministes et non déterministes, c'est la même chose. Et la seule chose qu'elles peuvent faire, c'est des séquences euro T versé T, euro café versé café. Donc le langage reconnu par les deux, c'est le même. C'est euro, café versé café, plus T versé T, étoile. Donc elles sont égales. Donc ça prouve que les automates, ce n'est pas ça qu'il faut. Dès qu'on a le parallélisme, ce qu'il y avait dans le séquentiel, malheureusement, c'est plus très bon. Et donc Milner, encore lui, a inventé une notion très fondamentale qui s'appelle la bissimulation, qui est beaucoup plus compliquée qu'elle en a l'air, malheureusement, mais je vais vous montrer sa version la plus simple. Dist D et dist N engendrent le même langage, mais ont des comportements interactifs différents. Donc comment est-ce qu'on peut modéliser ça? Eh bien, on ne va pas comparer seulement les actions, on va comparer les possibilités d'action. Voilà la définition formelle de la bissimulation forte. C'est la plus grande équivalence vérifiant P équivalent à Q, si et seulement si, quand P fait alpha et devient P', pour toute action alpha, et P', on peut faire la même chose avec Q. C'est-à-dire, on peut aussi faire alpha avec Q et aller sur un Q' qui reste équivalent. Ça, c'est ce qu'on peut dire, Q sait simuler P. Et réciproquement, P sait simuler Q. Si Q sait faire un alpha et aller dans un certain Q', alors P peut faire la même chose, tout en restant équivalent.
vous voyez, c'est une définition cyclique, circulaire de la notion d'équivalence, bisimulation. Mais ce n'est pas un problème qu'elle soit circulaire parce qu'il existe des plus grands points fixes, toujours les théories de points fixes qui sont derrière tout ça, on démontre que ça marche. Alors, il y a beaucoup de propriétés extrêmement intéressantes à cette équivalence, mais la première propriété, c'est qu'elle distingue nos deux machines. Pourquoi? Si vous mettez 1 euro, la première va pouvoir faire ça, et donc elle a la possibilité de faire C- et T-, et la deuxième va pouvoir faire par exemple ça, donc la première peut faire T-, et la deuxième ne peut pas faire T-. D'accord? Donc ces deux machines ne sont pas équivalentes. Alors la bisimulation est en fait plus compliquée que ça. Ça, c'est la bisimulation forte qui est très intéressante en elle-même. Il y en a d'autres, des bisimulations, parce qu'il y a taux. Là, il y a cette action invisible. Donc il faut faire ce qu'on appelle les équivalences observationnelles. Puis après, les congruences observationnelles. Ça devient beaucoup moins agréable que ce qu'on aimerait. Je pense que Cédric Fournet vous en parlera un petit peu tout à l'heure. Non? Ah bon, tant pis. Ça devient un peu moins agréable. Mais il y a quelque chose à savoir qui est très important. On a dit que pour les automates finis déterministes, il existait un algorithme de minimisation. On a dit aussi que pour les automates finis non déterministes, il n'y avait pas d'algorithme de minimisation. Modulo le même langage, l'égalité des langages. Par contre, pour les automates non déterministes, il existe un très bel algorithme de minimisation qui est essentiellement prend un automate non déterministe et donne sa forme minimale qui préserve le non déterminisme. Ça, c'est un algorithme dû à Page et Argent, qui n'a pas été d'ailleurs fait pour ça originellement, et qui en fait généralise la minimisation d'automates. Donc ça, c'est très très important parce qu'on utilise cet algorithme pour calculer dans les systèmes de vérification, comme Oupal par exemple, ou il y en a d'autres. C'est un algorithme très, très central dans ce domaine-là. En fait, il minimise bien les automates non déterministes en préservant pas le langage, mais le non déterminisme. Bien, alors je vais vous montrer un petit calcul dans ce langage pour vous montrer que ça a l'air simple, mais que malheureusement, l'algèbre derrière est un petit peu tordue ou pas très pratique et qu'on va faire beaucoup mieux. Voilà ici un terme. Bon, à l'intérieur, j'ai ce B et ce B- qui veulent évidemment communiquer. Puis là, j'ai un A, puis j'ai un A caché qu'on va voir après. Donc ici, on voudrait faire communiquer ce B et ce B-. Ben, on peut, et ça va faire une action taux, une action invisible, et le B et le B- vont simplement s'évanouir. Il va nous rester ce terme-là. Et ça vous avez vu, ça met A apparent. C'est le ridex, ça, hein, c'est le ridex, c'est A-, c'est le ridex. Donc ici, ce A et ce A, vont vouloir communiquer. Donc ça va pouvoir se faire et ça va nous laisser ce machin-là. Bon, c'est un exemple jouet, mais il montre deux communications qui s'enchaînent causalement. La communication de A est causalement conséquence de la communication de B. Si maintenant on utilise la technique de définition que j'avais donnée, voilà comment il faut faire. Il faut faire une preuve de logique. Il faut faire ça. Ce terme-là, ici, peut faire un B et aller là-dessus. Ce terme-là peut faire un B- et aller là-dessus. Donc, d'après la règle de communication, ce parallèle peut faire un taux et aller là-dessus. Donc, d'après la règle du parallèle qui dit qu'un côté peut faire ce qu'il veut, on peut rajouter un P sans problème des deux côtés. Donc, comme ici, taux, ce n'est pas B, et on peut rajouter le slash B ici. D'accord ? Donc, on voit qu'il a fallu raisonner assez trivialement, à faire des choses triviales pour voir que c'était possible. Et à la deuxième communication, il faut tout recommencer. Donc, on veut faire ça, donc ça va faire ça, et il faut raisonner. Donc, à chaque fois, il faut faire une preuve de logique pour juste faire A à barre égale rien. Donc, c'est joli comme formalisme sur le plan logique, mais pour calculer, c'est vraiment pas bien. On va faire beaucoup mieux que ça. On va se rappeler du crypte de Darwin pour calculer les nombres premiers. Je pense que j'ai déjà montré au moins 2 fois dans ce cours, dans le précédent. Et donc l'idée, c'est qu'on a des poissons qui nagent et chaque nombre va manger tous ses multiples et il va rester les nombres premiers. Vous allez voir, j'espère, une démo assez fantastique de ça la fois prochaine. Eh bien, on se dit, pourquoi ne pas faire comme ça pour calculer, au lieu d'avoir des règles logiques? Et c'est ce qu'on va faire. Ça s'appelle la machine chimique. C'est quelque chose que j'ai fait avec Gérard Boudol en 89, à la suite des idées de Banach et de Métayer sur le langage gamma. On va dire que nos objets, ça va être des molécules qui flottent dans une soupe chimique. Je ne sais pas ce que ça veut dire, il y a une espèce de mouvement brownien. En gros, tout le monde peut rencontrer tout le monde. Hein. Et puis que les A et A-, ça va être les valences de ces molécules, comme en chimie. Et puis qu'on va pouvoir avoir des membranes perméables aux valences. Alors regardez comment ça se fait. On part de ce terme-là. Première opération, dissolution.
Vous voyez les barres verticales, les parallèles, comme des ponts hydrogène. Ce n'est pas solide. Dès que vous les trempez dans l'eau, ça se dissout. Ce terme-là, là, il est un peu compliqué. On va le mettre dans une membrane. On va faire une sous-cellule. Et puis, hop, on va dissoudre. Donc, les parallèles disparaissent. Puis maintenant, les choses peuvent migrer et peuvent bouger. Donc, ces deux-là peuvent se rencontrer. Et donc, comme ils se rencontrent, le B et le B- vont s'annihiler. Hop, ça va faire une réaction. Il nous reste ce zéro là. Ben, ce zéro, il va s'évaporer. Il suffit de chauffer un peu. D'accord? Alors, maintenant, on aimerait bien faire communiquer avec ce moins, ce A- avec ce A, mais il y a la membrane. Oui, mais la membrane, elle va être perméable aux valences sauf B, puisqu'il y a marqué qu'on n'a pas le droit de passer B. Donc, on va amener la molécule près du bord. On va juste faire passer la valence. En biologie, ça se fait, ces choses-là. Hein. Ce n'est pas du faux. Et puis, hop, on va amener A, et on va communiquer, puis après, on va évaporer. Ça fait la même chose, mais c'est un ordre de grandeur plus simple. Et c'est maintenant la méthode standard pour décrire les calculs de processus plutôt que la logique, mais qui sert aussi, hein, les deux servent. Mais ça, au moins, ça s'explique à un gamin. Moi, j'aime bien les gens et les choses qui s'expliquent aux gamins, parce que moi, je les comprends. Voilà. Donc, vous avez vu la machine chimique, on va la revoir, sur un calcul beaucoup plus riche, qui est le pi-calcul de Milnor, qui va être étendu, ou enrichi tout à l'heure par Cédric Fournet dans le joint calcul de Fournet, Lévy, Gontier, ou je ne sais pas dans quel ordre d'ailleurs, Fournet, Gontier, Lévy, en ordre alphabétique. Alors voilà l'idée du pi-calcul. Milnor, hein, encore lui, j'y peux rien. Il a vraiment fait beaucoup de choses. Il a pris Turing à Milnor quand même. Se rapprocher du lambda calcul, avec des valeurs, des lieurs et de la dynamique partout. CCS, c'est fondamentalement des réseaux d'automates quelque part. Hein. Là, on va aller beaucoup plus loin. On veut faire Internet. Ambition beaucoup plus grande. Ne travailler qu'avec des noms, pas avec des termes. Le lambda calcul, on passe que des termes. On passe des gros termes, des termes arbitraires dans la bêta-conversion. Sur Internet, on n'a pas envie de faire migrer des gros termes. On a envie de faire migrer des noms, des adresses IP, V6, des choses comme ça. Permettre de coder le lambda calcul et le parallélisme, réconcilier ces deux bêtes tellement différentes. Permettre la migration géographique des données et des calculs. Ça, c'était l'intention initiale. Ça a mis longtemps à se faire, et Cédric vous en parlera. Permettre la sécurisation des communications. Tout ça, on n'en parlait jamais dans les réseaux de Petri, dans CCS, etc. Alors, la version originale du pi-calcul, c'est la chose suivante. On prend CCS, à peu près tel qu'il était. On va jouer avec les noms, on va mettre un peu de lambda calcul. On va garder les règles SOS, la bissimulation, sauf que tout devient plus compliqué, surtout la bissimulation, qui devient un arrache-dents. Enfin, ça a mis très très longtemps à se stabiliser. Il y a eu beaucoup de points de confusion, il y a eu beaucoup de littérature. Ce n'est pas uniquement parce que les gens sont mauvais, c'est parce que le sujet est dur. Et ça a atteint un point de certaine stabilité, que je vais vous montrer. Donc, illustration du pi-calcul. Bob et Alice. Ils s'appellent toujours Bob et Alice en communication et en sécurité. Bob, c'est lui, Alice, c'est elle. Ça, c'est pas normalisé. Hein. Bob a vu Alice dans la rue et voudrait lui dire bonjour, mais il ne connaît pas son adresse. Heureusement, il y a un annuaire. Un annuaire, c'est quelque chose qui va recevoir une demande d'adresse. Je veux l'adresse de N et réponds-moi sur le canal R, une adresse de retour. Hein. Et il va faire un truc du genre en pi-calcul. Si N est égal à Alice, c'est alice.inria.fr, la réponse. Si N est égal à Bob, c'est bob@collegedefrance.fr. Il y a une forte coopération en ce moment entre les deux. Alors le code de Bob, c'est ça. Il dit, voilà, je voudrais connaître l'Alice et moi je m'appelle bob@cdf.fr, réponds-moi sur cette adresse. Donc premier rendez-vous, on fait un rendez-vous. Ça va dire N, qui est une variable au sens du lambda calcul, c'est un lieur, N égale Alice, R égale Bob. D'accord? Donc lui, il va voir que N égale Alice, il va répondre sur l'adresse Bob maintenant, qu'il ne connaissait pas avant. Enfin, il ne savait pas que c'était là qu'il fallait répondre, il va répondre à alice.inria.fr. Donc la deuxième communication, il va renvoyer l'adresse de Alice à Bob. Maintenant, Bob a changé sa dynamique puisqu'il connaît l'adresse d'Alice, ce qu'il ne savait pas avant. Donc maintenant, il peut envoyer à Alice, qui s'appelle A, c'est la valeur de la variable A, il peut envoyer un bonjour en disant qu'il s'appelle Bob. Alors Alice, c'est quelqu'un d'extrêmement simple. Elle prend un message quelconque, un émetteur de ce message,
et elle jette le message et elle répond à l'émetteur, vous habitez chez vos parents. C'est une Alice de base. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, Bob communique avec Alice, le X devient Bob, et Alice peut répondre à Bob. Donc, vous voyez, on peut gérer des liaisons complètement dynamiques. On va pouvoir aussi reproduire les objets avec un combinateur de points fixes, comme par hasard, qui s'appelle ceci. Point d'exclamation, il s'appelle. Ça, c'est Girard, la logique linéaire, on n'en a pas parlé ici. Ça demanderait une séance complète, la logique linéaire, c'est quelque chose d'assez fantastique. Ça, c'est Y, c'est le réplicateur. Quand vous avez YP, ça fait P, YP. Ça crée autant de petits que vous voulez. Donc, c'est ce qu'on appelle un serveur, l'annuaire, là. C'est-à-dire, il répond à une question, puis il redevient lui-même. C'est ça, un serveur. Donc, vous voyez, le pi-calcul, c'est très, très expressif. Ça peut faire énormément de choses. Par contre, c'est beaucoup plus compliqué parce que comprendre ce que c'est que la bisimilarité là-dedans, par exemple, ça s'appelle d'ailleurs la dissimilarité barbue, enfin de barbelé même, c'est un peu compliqué. Mais l'idée est absolument merveilleuse. Alors, il y a à travers au moins 15 ans de boulot, sinon 20, ça a évolué très très bien. Et je vais vous dire comment, un peu comment. Ah oui, j'ai oublié de dire avant ça, voilà comment communiquer par des canaux privés. Parce que si quelqu'un répond par l'adresse mail à chaque fois, n'importe quel espion, il peut évidemment écouter tout ça. C'est pas sympa. Donc ici, on a une primitive qui permet de fabriquer des nouveaux noms, new. Donc Bob, quand il parle à l'annuaire, au lieu de donner son adresse, il va construire un canal rien que pour la réponse. Un canal secret, parce que le new va être fabriqué ici, il n'y a que lui qui connaîtra ce canal. Il le fabrique localement, mais il sait l'envoyer à quelqu'un. Lui le reçoit et va répondre sur ce canal. Avec ça, on peut approcher les protocoles de sécurité. Après, il faut des choses un petit peu plus malignes que ça, mais c'est essentiellement cette création de nouveaux noms privés qu'on peut exporter ailleurs qui va permettre de faire des choses beaucoup plus sophistiquées qu'avec rien que des noms publics. D'accord? Et on va faire ça à chaque fois. Alors, les inconvénients du pi-calcul initial. D'abord, le rendez-vous, ce n'est pas naturel, j'avais déjà dit. Ce n'est pas naturel et c'est antagoniste avec la distribution. On ne va pas faire des rendez-vous entre Paris et Tokyo dès qu'on veut faire quelque chose. Le choix non déterministe plus, qui existe aussi dans le pi-calcul, je n'ai pas montré là, c'est ambigu, ça fait plein de choses. Ça va mélanger deux sortes de non-déterminisme. Celui qu'on appelle le non-déterministe externe, j'attends plusieurs questions et je répondrai à la question qu'on me pose, qui, elle, est non-déterministe, mais moi, je suis déterministe par rapport à la réponse que je vais donner. Si je suis déterministe, non-déterministe, c'est uniquement à cause de l'extérieur. Moi, je réponds de façon déterministe à des questions posées par l'extérieur, mais lui me pose n'importe quelle question. Le non-déterministe interne, c'est je tire à pile ou face, je fais n'importe quoi. C'est le même opérateur qui essaye de coder les deux, et ça ne marche pas. Parce que la superposition des deux dans l'algèbre du calcul devient pas bonne. Mélanger les entrées et les sorties, c'est-à-dire être en attente à la fois de pouvoir sortir quelque chose et de pouvoir entrer quelque chose. Alors ça, ce n'est pas compliqué de voir que ça demande une synchronisation globale à l'échelle du monde. Mais ce n'est pas vraiment ce qu'on a envie de faire sur Internet, une synchronisation globale à l'échelle du monde. Utilisation arbitraire des noms. Ça, c'est dangereux aussi. Par exemple, j'ai dit, dans l'exemple précédent, j'ai dit on va créer un canal rien que pour la réponse. Mais on va supposer pour ça que lui, il va répondre sur ce canal. On ne va pas supposer qu'il se met à écouter sur ce canal. D'accord? Donc, écrire et lire, ce n'est pas symétrique. Ça l'était dans le pi-calcul initial. Donc, l'évolution, ça va être un pi-calcul beaucoup plus simple, dans lequel il n'y a plus de rendez-vous. Ça, c'est ce qu'on appelle les pi-calculs asynchrones, qui ont été inventés indépendamment par Boudol à l'INRIA de Sofia, par Honda au Japon, et beaucoup travaillé par Son Giorgi et des tas d'autres. L'idée, c'est simplement qu'un message, le rendez-vous, on ne le fait pas. Les messages, on les met dans la soupe, avec le reste. Et puis, les messages vont migrer jusqu'à leur destinataire. C'est beaucoup plus simple algébriquement. Ça a exactement la même puissance. Ça va permettre la distribution. Ça va approcher la distribution. Et puis, ils vont migrer. Comment? On s'en fiche. On va faire aussi d'autres choses. On va dire, par exemple, que quand on transmet un canal qu'on vient de construire chez soi, un nom qu'on vient de construire chez soi à quelqu'un, ce quelqu'un n'a pas le droit de s'en servir pour écouter. Il ne peut s'en servir que pour émettre.
Et on va terminer avec un calcul, alors je ne sais pas si l'histoire est encore finie, hein, ce n'est pas vraiment mon domaine, mais on termine avec un calcul, par exemple, qui s'appelle le LP-calcul. Il y en a d'autres, je pense, je ne suis pas assez renseigné. Mais il est très simple, vous avez comme l'inaction qui devrait être marron, vous avez le message qui tout seul peut transiter, vous avez le récepteur qui va recevoir un message, ça c'est le même, vous avez le serveur qui va être capable de recevoir d'autres messages, vous avez le parallèle et puis vous avez le générateur de noms. Puis vous avez une restriction, c'est qu'une variable dans un récepteur ne peut servir qu'à réémettre, elle ne peut pas servir à recevoir. Donc on ne peut pas espionner sur des canaux secrets. La chimie, l'intuition chimique n'a pas eu un succès. Moi, quand j'étais petit, je passais ma vie dans les boîtes de petits chimistes, j'y peux rien. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde, apparemment. Il y a des gens qui passaient leur enfance dans les algèbres. Donc c'est une autre opinion. Et la chimie a été transformée en ceci, ce qu'on appelle les équivalences structurelles. Alors c'est la même chose, en plus intello. Donc ici, vous avez P parallèle Q équivalent à Q parallèle P, ça veut dire on a le droit de brasser. Ça, c'est l'autre, enfin, les deux, associatif, commutatif, ça veut dire on a le droit de brasser tout ça, sauf qu'évidemment, il y a une belle erreur dans le transparent. Ici, les parenthèses ne sont pas bien placées. On peut les relire 100 000 fois, on ne s'en apercevra jamais. Et ça sera corrigé dans la version écrite. Et puis 0 s'évapore, ça s'écrit comme ça. Hein. Donc ça revient au même. Mais tout le monde sait, enfin tout le monde qui connaît le sujet sait que les théories associatives, commutatives comme ça s'appelle aussi les multi-ensembles. Donc on peut représenter ça en théorie des ensembles sous la forme de multi-ensembles. Et puis, par exemple, ça c'est le fait que quand on crée un nom local, on peut le donner à quelqu'un à condition qu'il ne soit pas déjà connu de ce quelqu'un sous la forme à condition que ce soit vraiment un nouveau nom. Donc ça c'est l'extrusion des noms. Et puis, voilà les deux règles de réaction. Une communication simple, ça fait une bêta-réduction simple. Et une communication avec un serveur, ça garde le serveur en vie. Et ce petit calcul-là a la même puissance d'expression que le calcul original, en évitant une grande partie des ennuis. Donc, pour modéliser, ce n'est pas trop mal. Mais c'est encore très restreint. Ça ne permet pas encore de programmer vraiment comme on a envie. Et je pense que Cédric nous racontera des calculs plus sophistiqués, orientés vers la programmation. Mais enfin, disons que l'histoire du pi-calcul n'est pas terminée. C'est à l'heure actuelle, à ma connaissance, le seul candidat pour avoir une espèce de statut du lambda calcul dans le parallélisme. Conclusion de ce cours. Succinct, ce cours était, je suis désolé, ce n'est pas ma spécialité, la synchrone. Hein. J'ai essayé de me recycler, j'en ai fait il y a longtemps, j'ai essayé de me recycler au mieux. Le calcul parallèle asynchrone est beaucoup plus riche et complexe que le calcul séquentiel. Dans le calcul séquentiel, l'exemple c'est factoriel. Dans le calcul asynchrone, l'exemple c'est Internet. Donc on sent qu'il y a une difficulté. Oui, parce qu'on veut parler minimum d'Internet et de sécurité dans Internet, par exemple. Donc on sent qu'il y a une ambition qui est largement plus grande et que c'est totalement normal qu'on mette un peu plus de temps à y arriver, surtout qu'on n'a pas commencé en 1930. La mémoire partagée revient à la mode à cause des multicœurs et des multiprocesseurs sur les machines, mais le nombre de naïfs qui se plantent dessus est quand même assez élevé, et il faut vraiment lire des bouquins, et ça occupe vraiment de comprendre comment faire ça en vrai. Je pense même les gens qui savent faire se font mordre. Je demanderai l'avis de Michel là-dessus. C'est vraiment dur. Par exemple, voilà un problème. Vous prenez 10 personnes et vous leur dites ils ont un fichier trié, et chacune peut insérer des fiches et lire le fichier, et tout doit rester consistant. Tous les liens doivent rester consistants. À tout moment, la liste triée doit avoir un sens. Mais si vous arrivez à faire ça en moins d'un an, vous avez un sacré diplôme. Hein. Il y a de nombreux autres modèles partiels utiles, moins ambitieux. Les réseaux de Petri, les réseaux d'automates. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de problèmes à résoudre. Que sur les réseaux de Petri et les réseaux d'automates, on sait faire de la vérification, dans une certaine mesure, ce qu'on ne sait pas faire dans le cas général des modèles les plus... Bon. Les modèles les plus ambitieux sont du type pi-calcul, et ils sont maintenant utilisés dans pas mal d'endroits. En sécurité, où ils sont centraux, en modélisation biologique. Il y a beaucoup de modélisation biologique qui est faite à base de pi-calcul.
et de machines chimiques. Par exemple, il y avait eu un exposé dans le colloque de mon premier cours par François Fage sur la biocham, la machine biologique chimique. Mais la question même centrale n'est pas résolue, c'est qu'est-ce qu'on modélise au fond? Qu'est-ce que ça calcule, Internet? Ben, c'est pas encore fini. Voilà, donc j'ai mis ici un certain nombre de références. Donc, The Art of Multiprocessor Programming pour les amoureux de mémoire partagée, et d'ailleurs, il n'y a pas que les amoureux, parce qu'il faut s'en servir. C'est un bouquin très récent et bien. Synchronisation dans les systèmes répartis de Michel Reynard, qui va parler tout à l'heure. Sur les réseaux de Cannes, il y a un très joli livre qui a énormément de papiers intéressants qui s'appelle From Semantics to Computer Science, qui est dédié à Gilles Cannes. Milner, vous allez le trouver dans Calculus of Communicating Systems. Il a aussi écrit un livre sur le pi-calcul, mais plus moderne, le pi-calcul, A Theory of Mobile Processes de Sanjurji et Walker, qui est beaucoup plus récent. Et puis la machine chimique par moi-même et Boudol. Et vous avez ces références dans tous les autres cours. Il est 11h exact. Je vais passer la parole à Cédric Fournet.